Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Voici moins d'un an, j'avais posé 7 questions au grand maître de la Grande Loge nationale française, la GLNF. Vous avez été plus de 3000 à regarder cette vidéo, ce qui pour un petit artisan de YouTube est pas si mal. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'il ne se passait pas une semaine sans que de nouvelles personnes ne rejoignent la chaîne par cette vidéo. Je vous en remercie donc, et si c'est la première fois que vous arrivez ici, sachez que je réalise tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois une vidéo sur la franc-maçonnerie. Abonne-toi pour rien rater des surprises que je te prépare. Par contre, la GLNF est effectivement en France la seule obédience reconnue par la Grande Loge Pays d'Angleterre, mais il existe d'autres sociétés fraternelles, d'autres obédiences, et parmi celles-ci, contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il en existe qui pratiquent la mixité. La Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain, en fait partie. Forte de ses presque 16 000 membres, le DH, comme on l'appelle généralement, a une caractéristique que j'ai remarquée, celle de commencer à développer une présence en ligne sur les réseaux sociaux et dans la presse régionale, ce qui n'était pas véritablement jusqu'à présent dans son ADN pur. J'ai donc souhaité poser quelques questions à son grand maître, Amande Pichegru, que je remercie d'ailleurs pour ses réponses, notamment pour la traditionnelle désormais question numéro 7. Numéro 1. Amande Pichegru, merci de répondre à mes questions et justement, commençons par la première sans attendre. Comment pourriez-vous présenter l'ordre maçonnique mixte international de droit humain aux profanes ou aux jeunes apprentis qui nous regardent? Eh ben, merci d'abord à toi, mon très cher frère Hervé, pour cette invitation. Alors, je vais tâcher d'être claire pour les profanes et les jeunes apprentis. Alors, le droit humain, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre maçonnique, mixte, international. C'est une organisation très atypique dans le paysage maçonnique français et mondial. C'est tout d'abord l'obédience historique de la mixité. La première qui a initié, en pionnière donc, puisque c'est la première, dès la fin du XIXe siècle, des femmes en pleine égalité de droits et de devoirs avec les hommes. Des femmes d'ailleurs très engagées dans les luttes sociales et démocratiques. Et des femmes aussi venant de milieux très divers. Ces initiations ont été une véritable révolution et une très grande modernité pour l'époque. Cette tonalité, je dirais, transgressive, progressiste et engagée est la vraie marque de fabrique du droit humain. Et cette vraie marque de fabrique, elle perdure toujours. Vraiment, nous sommes complètement dans l'héritage de nos fondateurs. De fait, par rapport à la mixité, nous avons évidemment dépassé depuis longtemps, depuis son début, la question du genre dans nos loges. Et elle est pour nous un non-sujet qui reste à la porte de nos temples avec nos métaux. Nos membres sont avant tout des francs-maçons, accessoirement des hommes et des femmes. Et nous sommes absolument au-dessus des contingences biologiques et culturelles. Nous travaillons ensemble en tant que francs-maçons du droit humain. Depuis l'initiation de Maria de Rem il y a 140 ans, toutes nos loges sont mixtes, structurellement mixtes. Et cette mixité ne se limite pas à la variété de genre de nos membres, mais se vit au pluriel. Et nous parlons donc aussi de mixité avec un grand S, parce que nos loges mélangent aussi les générations, les styles et choix de vie, les profils professionnels, les options spirituelles, les sensibilités différentes politiques, les niveaux d'éducation ou de fortune, les conditions de santé ou de handicap, etc. Et cette mixité s'est d'ailleurs rapidement enrichie dès le début du XXe siècle par la dimension internationale de notre organisation, qui réunit maintenant une incroyable variété culturelle, ethnique, linguistique et variété de nationalités dans plus de 60 pays sur les 5 continents de la planète. Par son caractère mixte et son dimensionnement mondial,
je le pense vraiment sincèrement, que le droit humain est l'une des organisations maçonniques qui brasse le plus de profils, le plus de points de vue différents pour réfléchir aux enjeux de notre siècle si complexe, parce que globalisé. C'est donc une obédience très moderne. Elle a su adapter la tradition maçonnique aux réalités et aux besoins d'aujourd'hui. Numéro 2. En 2021, le DH, pardonnez-moi le raccourci pratique, fêtait ses 100 ans d'existence, mais tout est parti de l'initiation, pas forcément évidente, le 14 janvier 1882, d'une femme, Maria de Rem, il y a 140 ans, dans une société qui ne donnait pas aux femmes un statut égalitaire. Or, nous sommes en 2022, la société française a évolué, mais au niveau de la franc-maçonnerie, quelle place a la franc-maçonnerie mixte en France, en termes d'effectifs et de positionnement par rapport aux autres obédiences ? Bien, alors c'est la franc-maçonnerie mixte en France. Alors d'abord, c'est notre histoire, voilà, que je mette bien les choses au point. Notre fédération française a un siècle, c'est une structure administrative en fait du droit humain, et le droit humain, l'histoire, la saga du droit humain a commencé il y a 140 ans, donc un siècle et demi quasiment, d'une transgression, d'un véritable coup de tonnerre dans le ciel bleu et masculin de la franc-maçonnerie de l'époque. Je ne sais pas si tu imagines, mais c'était l'initiation d'une femme en pleine égalité avec les frères, impensable à l'époque. C'était l'histoire du No Women. Et en plus, le Code civil disait, à l'époque aussi, je cite, les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les criminels, les débiles mentaux et les femmes mariées. Quand même, 62 ans avant le droit de vote accordé aux femmes, l'initiation de Maria de Rem n'était donc pas dénuée de radicalité, de courage, d'opposition. Imagine les frères et sœurs du droit humain élisant des femmes à la tête de leur nouvelle obédience. D'ailleurs, depuis cette époque, contrairement au monde profane, il n'y a jamais eu de plafond de verre pour l'accès aux femmes, pour l'accès des femmes aux responsabilités les plus éminentes au droit humain. Et notre droit humain est aussi, depuis ses origines, un laboratoire extraordinaire de démocratie complète, d'égalité entre les genres, de liberté prise sur des interdits profanes et de fraternité réelle. Et cette idée a fait son bout de chemin puisque maintenant, le droit humain est la première organisation maçonnique mixte au monde, première dans l'histoire, je vous l'ai dit, mais aussi première dans ses effectifs, avec ses 32 000 membres. Hélas, ces 32 000 membres sont bien peu face à l'ensemble de la franc-maçonnerie mondiale, qui est encore majoritairement masculine, et notamment dans le monde anglo-saxon. Et j'ai eu l'occasion de le remarquer en voyageant dans divers pays où il y avait des loges dans le moindre petit village, mais c'était des loges d'une maçonnerie régulière, exclusive, masculine, voilà. Bon, heureusement que nous sommes arrivés. Et donc, avec le droit humain, la France a ouvert une brèche qui, pour moi, est celle promise, est une voie promise au plus bel avenir. Bon, ceci dit, c'est vers la deuxième partie du XXe siècle que d'autres organisations maçonniques ont suivi cette voie, ouverte par nos fondateurs, en devenant ou exclusivement féminines ou mixtes. Et je voudrais ajouter quand même que ce n'est qu'au début du XXIe siècle, très exactement en 2010, que la plus vieille obédience de France s'est ouverte, partiellement, à la mixité dans les loges et uniquement les loges qui le désirent. Voilà. Alors qu'au droit humain, la mixité, ça n'est pas un choix que l'on fait ou pas, selon sa sensibilité, c'est la constitution même de notre identité et de la diversité que nous voulons réunir dans nos loges. Je pense que, mon frère Hervé, tu comprends bien que voilà l'histoire de notre singularité
et pourquoi nous sommes aussi précurseurs dans le panorama maçonnique global. Numéro 3. Ordre maçonnique mixte international de droit humain. Dans la titulature de l'obédience, il y a le mot international. Pour les profanes ou bien même les apprentis et les compagnons qui nous regardent, comment s'organise en dehors de France la présence du droit humain? Est-ce que ce sont des loges qui dépendent de la France ou bien des obédiences sœurs qui ont leur propre loge? Comment fonctionnez-vous? Alors j'aime bien parler de l'internationalisme parce que notre internationalisme en droit humain fait vraiment partie de notre singularité, de notre spécificité. Eh bien, l'internationalisme, c'est justement un des piliers identitaires et historiques du droit humain. C'est une illustration de plus de cette idée forte que nous avons pour la mixité. Alors, bien sûr, nous avons la mixité du genre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais avec l'internationalisme, nous ajoutons la mixité des cultures, la mixité des langues, des couleurs de peau, des nationalités, bien sûr, tu l'as compris, mon très cher frère. Et en 2022, le droit humain compte plus de 32 000 membres qui se répartissent dans une soixantaine de pays sur les 5 continents. À ce titre, j'aime bien répéter ça, le droit humain est la première organisation maçonnique mixte au monde, en effectif aussi. Pas seulement historique, mais en effectif. Et pour répondre à ta question, cher Hervé, les loges du droit humain à l'étranger ne sont absolument pas des filiales ou une quelconque extension de la Fédération française, mais aucunement. Et dans chaque pays où le droit humain est présent, il y a des loges qui s'organisent librement. Alors, soit ce sont des loges pionnières, ou quand les frères et sœurs sont assez nombreux, il sera créé une fédération. Et puis, le seul impératif pour les loges et les fédérations, c'est de se conformer à la Constitution internationale qui régit notre démocratie interne et qui précise la finalité et les principes de l'ordre. Les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, bien sûr, dans une liberté de conscience absolue, et également la finalité du travail au progrès et au perfectionnement de l'humanité. Cette constitution internationale, je te la remontre un coup là, parce qu'elle est belle, en plus, bleue bordée de rouge. Cette constitution se trouve sur l'autel des serments dans toutes les loges du monde, du 1er au 33e degré du rite. Et tous les 5 ans, les délégués du monde entier participent au Convent international de l'ordre. C'est un rassemblement magnifique. Il faut le vivre pour vraiment mesurer, pour vraiment comprendre ce que c'est. C'est d'une grande émotion. Et le prochain Convent international, justement, a lieu en mai prochain à Paris. Le droit humain se vit comme une organisation cosmopolite, en se choisissant un grand maître. Alors c'est justement ce qui va se passer au Convent international dans 2 mois. Alors il va choisir comme grand maître tantôt une sœur française, je fais allusion au passé, un frère islandais, tantôt un frère suisse, notre grand maître actuel et qui va descendre, c'est un frère suisse. Le prochain, on ne sait pas, ça peut être un frère, une sœur, on ne sait pas de quel pays, voilà. Le Convent international, c'est aussi l'occasion de découvrir, alors quelque chose que je trouve fabuleux, c'est la synthèse d'une question internationale sur laquelle ont travaillé toutes les loges du monde pendant 5 ans. C'est absolument incroyable. De plus, ce que j'aime bien aussi ce que nous aimons bien tous dans notre internationalisme, c'est d'imaginer que hier et aujourd'hui, demain, enfin à chaque heure du jour ou de la nuit, quelque part dans le monde, de Montréal à Yaoundé, de Reykjavik à Belgrade, de Sydney à Durban, pour prendre des extrêmes, de Tahiti à Paris, de Tahiti à Marseille, mon cher Hervé. J'ai le plaisir de savoir qu'il y a des frères et sœurs du droit humain qui se réunissent dans la discrétion de leur temple maçonnique.
Ces mêmes temples, d'ailleurs, que je peux visiter si j'en ai envie, si le cœur m'en dit, lors de mes voyages en France et à l'étranger. Ces mêmes temples dans lesquels, d'ailleurs, je suis chez moi autant que dans mes temples en France. Alors, les membres du droit humain à travers le monde se sentent donc ainsi liés tout le temps, en permanence, tous les jours, à cette fraternité universelle. C'est vraiment unique. Nous, les francs-maçons du droit humain, nous vivons pleinement comme des citoyens du monde. Et cette constitution, je te la remontre un coup, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, nous le rappelle à chaque tenue. Numéro 4. Lors de votre élection, en août 2021, votre projet était d'aller sur le terrain pour écouter les besoins des loges en pleine crise sanitaire. 6 mois sont passés. Quels sont les besoins des loges que vous avez pu identifier jusqu'à présent? Oui, alors cette pandémie a vraiment fait des ravages parce que, bien sûr, les frères et sœurs ont organisé des visioconférences pour prendre des nouvelles des uns des autres, pour garder des liens, mais quand même sans tenue, sans rituel régulier, c'est plus pareil. Et nos membres, les frères et sœurs du droit humain, ont été très, très frustrés de ne pas justement pouvoir se réunir et de pratiquer le rituel ensemble dans les loges. Et ça a duré quand même assez longtemps. Et donc, du coup, dans mon programme Rassembler ce qui est part, ma priorité, justement, a été d'aller à la rencontre des frères et sœurs sur le terrain pour essayer de réaffirmer nos principes de fraternité, en particulier vis-à-vis de ceux et celles qui ont été particulièrement éprouvés dans cette crise sanitaire, et de reconstruire un peu aussi cette sérénité des travaux qui a été mise à mal par le manque de pratique du rituel, ce qui montre bien, mon très cher frère, que franchement, les rituels, c'est très, très efficace. Et puis aussi, ce que j'ai observé sur le terrain, c'est qu'il y a aussi besoin pour les frères et sœurs de confort matériel. C'est-à-dire que mon souci, c'est de savoir, mes frères et sœurs, c'est de veiller à ce que mes frères et sœurs puissent travailler dans les meilleures conditions matérielles possibles, pour avancer sereinement sur leur chemin maçonnique. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux conseillers nationaux justement de les accompagner à ce niveau-là. Et puis, j'ai observé aussi que là, à la reprise des travaux, cette reprise montre bien à quel point les frères et sœurs sont avides, ont besoin de ces travaux maçonniques. Et ils travaillent avec une volonté encore plus affirmée pour rendre nos réflexions utiles à cette société qui est en pleine perte de repères, en pleine réflexion sur elle-même. Et pour pouvoir répondre à cette société en perte de repères, il est nécessaire de faire un travail sur soi, en loge, c'est ça, notre travail en loge, pour que nous allions au dehors, comme on dit, porter au dehors le travail que nous avons commencé, c'est-à-dire aussi de rayonner à l'extérieur. Et le renforcement d'ailleurs de notre communication externe s'explique aussi dans ce contexte-là, c'est-à-dire montrer notre rayonnement qui n'est que la conséquence, qui n'est que le résultat de notre réflexion en loge. Penser en loge et travailler en société, travailler dans la cité. Numéro 5. Le droit humain, comme d'autres obédiences avant elle, et comme d'autres en même temps qu'elle, est en train de faire évoluer sa communication vers l'extérieur pour faire connaître ses traditions tout en s'adaptant à la réalité de notre époque. Le simple fait de cette vidéo sur YouTube en est un témoin, et je vous en remercie encore. Mais il existe un exercice de style pour tous les grands maîtres et grandes maîtresses, c'est le communiquer. Qu'il soit réalisé au nom de l'obédience ou en commun avec d'autres obédiences, ainsi, sans vouloir être polémique,
est-ce que selon vous, ces communiqués ont une influence en dehors du landerneau de la communauté des francs-maçons? Et si un bémol était à émettre, que pourraient faire les obédiences pour que ces communiqués portent plus loin les idéaux moraux de la franc-maçonnerie? Oui, alors je comprends tout à fait ta question, mon très cher frère, hein, le landerneau maçonnique, j'aime bien ton expression. C'est vrai que pour les obédiences, les communiqués ne sont que des outils parmi bien d'autres, hein, pour s'exprimer dans l'espace public. La preuve, hein, ton émission voilà, fait partie des outils. Les communiqués sont courts, ils sont synthétiques et ils ne peuvent qu'affirmer de grands principes. Donc on reste bien dans le général. Et puis, quand ils sont interobédientiels, ils ont également leur intérêt parce qu'ils réaffirment que les obédiences, toutes les obédiences ensemble, avec nos différences d'ailleurs, que la franc-maçonnerie reste toujours une force collective, vigilante, soudée, investie, concernée par les enjeux de notre société, et société qui peut, si on ne fait pas attention, basculer vers des valeurs qui ne sont plus les nôtres, loin de là, hein. Et je vais citer une phrase d'un de nos rituels: nous veillerons ensemble sur le sommeil des hommes. Et c'est justement ces communiqués rappellent au grand public, comme à nos membres d'ailleurs, que nous veillons et que nous devons rester les sentinelles des libertés publiques et de la fraternité humaine. Bien sûr, hein, les communiqués ne sont pas l'alpha et l'oméga de la communication externe de la franc-maçonnerie, hein. Et puis, le droit humain est en France, parmi les obédiences, celle qui produit et diffuse le plus de contenu sur des questions de laïcité, de bioéthique, sur des questions européennes ou encore des questions sociétales. Si tu veux, tu peux aller voir et proposer à tes auditeurs, profanes, jeunes apprentis, d'aller sur notre site internet public www.droithumain en un seul mot minuscule france.org. Et là, vous allez découvrir des heures entières de visionnage de nos conférences publiques, des heures entières de lecture sur le travail de nos commissions. Enfin, il y a de notre histoire, de nos fondateurs. C'est une mine de renseignements et d'intérêt pour qui est intéressé par notre obédience si particulière. Dans ces communiqués, on nous parle aussi de transition écologique, d'intelligence artificielle, de génétique, de techniques procréatives, de services publics, de solidarité intergénérationnelle, de paix en Europe, bien sûr. Enfin, vous voyez bien que nous sommes tout à fait dans le cours de notre siècle. Et donc le droit humain est donc très généreux dans le partage en toute transparence des travaux collectifs que ses membres font dans les loges. Et j'estime aussi que nous avons, en tant que francs-maçons, autant de légitimité qu'une ONG, qu'un syndicat, une église, pourquoi pas, qu'un think tank, ou voire plus qu'une entreprise avec ses divers lobbies, pour apporter nos contributions au débat public. Et comme nous raisonnons en qualité non pas de spécialistes, mais en qualité de simples citoyens, eh bien, notre voix a encore plus de force parce que nous prenons le temps de la maturation des idées sans aucun parti pris, sans intérêt à défendre, sinon celui ou ceux de la dignité humaine. Et donc, je dirais que les médias et les responsables politiques gagneraient ainsi à s'intéresser davantage encore, parce qu'ils s'y intéressent déjà hein, quand même, à nos travaux pour faire avancer paisiblement la société. Nos membres sont des hommes et des femmes engagés. Nos pratiques initiatiques et ritueliques leur ont donné cette force. Et je pense que
tu comprends parfaitement ce que je veux dire par là, mon très cher frère. Et plus que l'obédience, donc, ce sont eux, les membres de nos loges, qui sont les véritables communicants. Hein. Ils diffusent, sans forcément se dévoiler, et peut-être bien malgré eux, hein, tout simplement, ils diffusent nos valeurs, ils diffusent leurs réflexions dans leur entourage respectif, parce que maintenant, ça fait partie d'eux-mêmes. Ce sont des francs-maçons qui s'expriment avec tout ce qu'ils ont intégré dans les travaux en loge. Et c'est vraiment ça qui est le plus important. Numéro 6. Si je ne m'abuse, vous avez été initié en 2001. Quand on est profane, on nous dit que la franc-maçonnerie, c'est aller 2 tenues par mois, une tenue d'instruction en général, mais souvent, on précise au début. Personnellement, j'ai été initié en 2009 et j'ai remarqué que chez certains frères et sœurs, ça pouvait au fond, au bout d'une vingtaine d'années, devenir 3 à 5 soirs par semaine, suivant les tenues de l'âge d'apprenti, compagnon, mais dans les ateliers supérieurs ou complémentaires selon les rites, et maintenant plus avec les réunions en visio. Alors, puisqu'on m'a demandé précédemment de poser la question au prochain grand maître que je pourrais interviewer, ça tombe sur vous. Donc, ayant dépassé les 20 années de franc-maçonnerie, est-ce que vous pouvez donner des conseils pratiques aux frères et aux sœurs pour organiser une vie professionnelle, familiale et maçonnique en ayant un tel engagement? Et je ne vous pose pas cette question parce que vous êtes une femme, mais bien parce que vous êtes un grand maître. Il faut le préciser parce que j'ai remarqué aussi que suivant si on parle à un frère ou une sœur, des fois certaines personnes adaptent leurs questions. Ici, ce n'est pas le cas. En tant que grand maître, vous en pensez quoi? Eh bien, mon très cher frère, quand on aime, on ne compte pas. Alors, on peut aimer un peu, hein, beaucoup, passionnément, et je vais continuer d'effeuiller la marguerite. En franc-maçonnerie, tous les amours, tous les rythmes sont possibles en fonction des envies, des possibilités de chacun. Et puis, d'ailleurs, ces envies, ces possibilités peuvent être très variables aussi selon les périodes de sa vie. Hein. Donc, certains peuvent vivre un cheminement maçonnique très épanoui en se contentant pendant assez longtemps des années de n'assister qu'à 2 tenues par mois. Voilà. C'est très bien, à partir du moment où ils sont sur leur chemin et qu'ils font leur travail à leur rythme, le travail initiatique de cette élévation spirituelle pour éclairer notre société. Alors que d'autres ont peut-être la gourmandise de travailler dans plusieurs ateliers. Et puis d'autres aussi, comme moi, ou ton vénérable maître, hein, ils ont envie de prendre des responsabilités. D'ailleurs, ce qui est bien en franc-maçonnerie, c'est que ces responsabilités sont temporaires, hein, elles ne durent pas longtemps. Avant de retourner dans l'ombre. Hein, voilà. On est dans la lumière avec ses responsabilités, et puis ensuite, la leçon de la maçonnerie, c'est que tout ça, c'est temporaire, c'est éphémère, on retourne dans l'anonymat. Et ça fait du bien à tous les égaux. Bon, alors, bref, chacun vient chercher et donner à la franc-maçonnerie ce qu'il veut, ce qu'il peut, et surtout quand il peut. Et tous ces engagements des frères et sœurs, les engagements des plus modestes aux plus denses, sont tout à fait respectables. Alors, mon conseil serait de ne s'investir davantage que 2 fois par mois, c'est-à-dire de faire plus que 2 fois par mois, que quand il y a du plaisir et de la joie au travail. Sans que cela, surtout, ça c'est très important, ne remette en cause les équilibres familiaux, amicaux, professionnels et associatifs. N'oublions pas que le but de la franc-maçonnerie est de faire rayonner ses valeurs dans le monde profane. Il faut donc trouver à chacun le bon curseur, le bon équilibre pour pouvoir toujours garder le temps et l'énergie d'offrir à l'extérieur ce que la maçonnerie nous apporte dans ses temples. Et quand les ouvriers aspirent au repos, eh bien, ils peuvent être certains que d'autres frères et sœurs prendront la relève. Numéro 7. Et enfin, dernière question, et là, les YouTube frères et les YouTube sœurs qui me regardent le savent, je risque de dire une bêtise à laquelle il va falloir répondre sérieusement. Je me lance. Si je ne m'abuse, vous travaillez au RE2A, le régime écossais ancien et accepté. Toutefois, j'ai ouï dire que le caractère international du droit humain permettait aux ateliers de travailler dans d'autres pays au rite anglais style émulation.
est-ce que vous pensez qu'afin de développer sa connaissance de la franc-maçonnerie en général, il pourrait être utile à un frère ou une sœur du droit humain de s'intéresser au style émulation, comme par exemple en faisant l'acquisition de livres sur le sujet, comme par exemple, je ne sais pas, Style émulation, apprenti, compagnon, jeune maître, d'Hervé H. Lecoq, qui est disponible à la vente sur www.franc-maçonnerie.fr. Maçonnerie avec la cédille, hein. Ouais, je l'ai casé, ouais. Car même si on ne pratique pas un rite, c'est utile de connaître d'autres rites pour mettre le sien en perspective, non? Ah bah, tout à fait d'accord, hein, mon très cher frère Hervé, là vraiment, faut vraiment garder l'esprit ouvert, hein. Alors, au droit humain, tu le sais certainement, nous sommes effectivement très attachés au rite écossais ancien et accepté, tout simplement parce qu'il est le rite constitutif de notre ordre. Celui qui a été utilisé pour l'initiation de Maria de Rem en 1882, celui qui a permis au droit humain d'apporter la mixité à la franc-maçonnerie universelle, et c'est aussi le rite du tout premier suprême conseil universel mixte, créé en 1899 et qui a impulsé le développement spectaculaire de loges de tous les degrés en France et dans le monde. Alors, à l'usage, c'est vrai que le RE2A s'est imposé comme le rite le plus adapté parce que le plus universel pour faire travailler une telle diversité de frères et sœurs ensemble, à l'échelle du monde et sur la durée. Et ce rite aussi, je voulais dire, structure les travaux aussi de toutes nos instances, ce qui n'empêche pas certaines loges du droit humain, effectivement, et principalement d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, alors ça c'est à voir dans l'histoire du développement du droit humain, je ne vais pas développer ça ici maintenant, hein. Donc de travailler au rite émulation. On retrouve là notre idée de mixité et de diversité de nos approches. Et je suis bien d'accord avec toi, tous les rites sont intéressants à étudier et à vivre en loge. C'est même le propre de la franc-maçonnerie que d'être invité à aller se frotter à des rites différents. Et c'est d'ailleurs un devoir dès le grade de compagnon. Donc oui, pour répondre à ta question, nos membres sont invités à parcourir le monde, à visiter des ateliers sur tous les continents, à s'intéresser à tous les rites, dont le rite émulation, pour mieux se confronter à la diversité et ainsi, comme tu le dis, mon très cher frère, à mettre le RE2A en perspective. Pourquoi faire? Pour mieux le connaître, mieux le comprendre, mieux l'apprécier, enfin et surtout, et ça c'est la finalité dernière, c'est de mieux se connaître soi-même. En tout cas, je tenais à remercier donc Armand Pichegru d'avoir répondu à mes questions et puis surtout à attirer votre attention sur cette magnifique représentation de la Fondation du droit humain, où on voit effectivement des premières loges, le droit humain grandir et il manque bien sûr d'autres loges, vous vous doutez bien, hein, mais je trouve que c'est une belle manière de mettre en avant le fait que la franc-maçonnerie, ça permet de toujours revenir à ses racines, de transmettre la tradition. Donc merci pour m'avoir permis de pouvoir tourner dans ces locaux. Et je vous dis dans 15 jours pour une prochaine vidéo, parce que on m'a donné les clés et je vais peut-être rester un petit peu pour vous expliquer une visite de temple maçonnique, ça vous dit?